Bonjour William, merci pour ta participation à cette série de podcasts. Pour commencer, si tu le veux bien, je t'invite à te présenter. Bonjour Jason, William Caudron, je suis chargé de projet au Parc naturel régional des Landes de Gascogne dans le service patrimoine naturel. Première question, concrètement les Landes de Gascogne, qu'est-ce que c'est ? En fait, les Landes de Gascogne, c'est un territoire qui se délimite assez facilement d'un point de vue géologique. On parle des sables des Landes de Gascogne, voilà, ça fait un triangle du Verdon-sur-Mer jusqu'à Nérac dans le Lot-et-Garonne, et après au sud, on va aller quasiment jusqu'à Bayonne. Voilà, ça fait un triangle, ça s'appelle le triangle landais aussi. On retrouve principalement la culture du pain maritime de nos jours. Et c'est aussi ce massif que l'on retrouve facilement maintenant avec le pain maritime, le massif boisé du pain maritime qui est... à l'heure actuelle, le premier massif cultivé d'Europe, de par sa taille, de sa superficie, on a 1,2 million d'hectares. Quel est le rôle du Parc naturel régional des Landes de Gascogne concernant la forêt ? Alors le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, avant tout c'est un syndicat mixte, qui est porté donc par ses élus. Les élus, c'est donc les communes, mais aussi les départements, la région et d'autres aussi acteurs du territoire. Et c'est vrai que la forêt, c'est une priorité politique pour notre territoire, puisque depuis la tempête de 2009, on a eu une révision de la charte en 2012-2014. Donc la charte, c'est le document qui fixe les objectifs justement pour le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Objectifs qui vont se traduire après en action sur un pas de temps d'une dizaine d'années. Sur la forêt, il y a une volonté de la part des élus du territoire d'en faire la première priorité politique. Donc c'était de conserver le caractère forestier du territoire. C'est vrai que suite à 2009, donc tempête Klaus, on a eu de fortes craintes de mutation sur le territoire et que la forêt soit remplacée notamment par l'urbanisation ou alors par des projets type panneaux photovoltaïques. Donc voilà, c'était une crainte de la part des élus et donc pour ça ils ont listé certains objectifs. Donc ça se déclinait en 3 mesures qui étaient donc conforter l'avenir forestier du territoire, mais aussi garantir les fonctions écologiques de cette forêt et accompagner le développement économique de la forêt dans les Landes de Gascogne. Alors on peut parler de la forêt des Landes de Gascogne, mais c'est vrai qu'on peut découvrir au sein de cette forêt une diversité aussi de milieux et une diversité de forêts. Donc on peut parler des forêts des Landes de Gascogne, puisque on a les forêts alluviales, notamment sur les bords de l'Aire, le bord du Ciron, le bord de la Midouze. On va avoir une forêt qui va être totalement différente de celle que peut retrouver sur le plateau landais. Donc le rôle du parc naturel régional des Landes de Gascogne, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs du territoire aussi vers une préservation du patrimoine paysager et naturel que peut offrir cette forêt, mais aussi renforcer ses atouts et de pouvoir aussi défendre cette forêt et de l'accompagner vers le développement durable, donc une gestion forestière durable. Donc on va avoir une diversité de végétation sur les vallées alluviales, contrairement au plateau où oui, c'est vrai qu'on a une homogénéité un peu plus du massif, même si on peut retrouver ici et là quelques milieux feuillus, on peut retrouver notamment autour des bourgs et qui ont eu leur importance, on pourra l'évoquer lors des incendies. Que pensez-vous de l'état de la biodiversité dans la forêt landaise ? Alors la particularité de la biodiversité des Landes de Gascogne, c'est qu'elle a un passé très lié à l'état de les Landes de Gascogne. Donc c'est ces végétations qui poussent au sol pauvre, engorgées en eau l'hiver et avec une sécheresse l'été, on va avoir une expression de la végétation qui est plus une végétation arbustive, type bruyère, type molinier qu'on peut retrouver ou fougère. C'était donc ces milieux originels qu'on retrouvait plutôt dans les Landes de Gascogne. Mais comme ça a pu être dit, on entend quelquefois ce n'était qu'un marais, c'est faux. On avait déjà de la forêt dans les Landes de Gascogne il y a quelques milliers d'années. On a retrouvé dans les lagunes ces dépressions de forme circulaire que l'on retrouve dans les Landes de Gascogne, qui sont un peu comme des mares forestières, mais qui ont une dynamique très liée à la nappe phréatique, qui va être à son maximum remplie durant l'hiver et donc va inonder ces secteurs. Et durant l'été, la baisse de la nappe phréatique fait qu'on va avoir une exondation de ces milieux, on va avoir une expression totalement différente de la végétation, puisqu'on reste sur aussi des milieux très pauvres. On en parle souvent, les sables des Landes de Gascogne, c'est des milieux très pauvres, très acides en plus. Donc les contraintes écologiques sur ces milieux-là font qu'on va avoir une biodiversité totalement différente que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. De plus, il y a eu le passé, donc la dernière glaciation. Ce territoire a été colonisé par des espèces liées à ces milieux frais et humides. On a des espèces à enjeu de conservation de par justement cette originalité de reliques glaciaires, post-glaciaires. On parle notamment des leucorrhines, qui sont des libellules que l'on retrouve plutôt d'habitude dans les milieux vraiment arctiques, en Sibérie, on peut retrouver plutôt aussi au Canada. C'est une famille de libellules qui est en danger de disparition au niveau national, même au niveau local, parce que justement l'effet du changement climatique va porter atteinte à cette biodiversité-là. Après, globalement, sur la biodiversité dans les Landes de Gascogne, il faut savoir de quel milieu on parle dans les forêts des Landes de Gascogne. C'est vrai que si on parle de la forêt en pinède cultivée ou de la forêt sur les milieux associés à cette pinède, on va pas avoir la même richesse ni les mêmes cortèges d'espèces qu'on peut retrouver.
La particularité de la biodiversité dans les Landes de Gascogne, c'est qu'elle est très associée aussi aux pratiques sylvicoles qu'on peut avoir dans le massif. D'une part, en fait, faut rappeler qu'on était donc sur ce système de landes, et c'est sur ce système de landes qu'on est venu planter du pin. Le pin était déjà présent sur les berges alluviales, et c'est une essence locale, hein. Le pin maritime il était déjà présent, il était utilisé par les Romains il y a quelques millénaires, qu'on est venu planter sur les sables des Landes de Gascogne, au milieu des Landes, et il s'y plaît bien. C'est un peu une des seules essences qui arrive à faire avec les contraintes écologiques de notre territoire. Donc, comme j'ai pu expliquer, hein, engorgement en eau durant l'hiver, sécheresse l'été, avec des sols très sableux, très grossiers, très acides, pauvres en phosphore, c'est les sols les plus pauvres au phosphore au monde. Une volonté politique, hein, sous Napoléon III, de boiser les Landes de Gascogne via l'assainissement des Landes, donc création de fossés, pour limiter l'engorgement des sols, à la fois via les fossés, mais aussi via le pompage d'eau occasionné par les pins maritimes, parce que forcément un arbre a besoin d'eau pour pouvoir pousser. Ça vient perturber le fonctionnement hydraulique du massif, même des Landes de Gascogne de manière générale. Hein, quand je parle du massif, c'est généralement le massif forestier. Comme on est venu planter des pins sur cette lande, on a vu un nouveau milieu apparaître, une forêt qui s'est développée. C'était à la base pour produire de la résine via le gémage. Suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une intensification des pratiques sur la forêt, et de part aussi l'effondrement du marché de la résine, fait qu'on a trouvé d'autres débouchés pour les productions sylvicoles, et qui étaient principalement tournées sur le bois, et via notamment la papeterie, via la production de palettes. On a trouvé différents bouts de débouchés pour lui, et ça a créé une filière économique extrêmement importante sur notre territoire. Et la biodiversité, on va plutôt avoir une biodiversité qui est liée aux espaces landicoles, donc en fait qui était le milieu originel que l'on avait sur notre territoire. C'est pour ça qu'on va retrouver une forte diversité de coléoptères, une forte diversité de rhopalocères, donc de papillons de jour. Et comme on a des milieux très humides, qui ont été en plus des reliques glaciaires, on va avoir une diversité assez importante en libellules, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais aussi sur d'autres espèces qui sont un peu l'originalité du massif. Quand on regarde les espèces que l'on peut retrouver dans notre territoire, dans de nombreux cas, on va avoir des espèces qui sont vraiment inféodées au massif des Landes de Gascogne et qu'on ne retrouve pas ailleurs en France. On a une forte responsabilité dans le massif de conservation sur ces espèces-là, parce qu'on a le bastion le plus important d'Europe, je pense au Fadet des Lèches, à la Fauvet de Pichou, où on a justement ce petit passereau qui est sédentaire, qui passe toute l'année sur le territoire, alors que la plupart du temps c'est un oiseau migrateur. Et de par la gestion sylvicole qui est pratiquée un petit peu sur le territoire, on note quand même un retour à un état de lande via le système de coupe rase. Force est de constater que la biodiversité qui s'exprime dans le massif va dépendre de la gestion sylvicole, et donc en fait de cette dynamique qu'on peut avoir entre les différents milieux via la gestion sylvicole, avec justement le phénomène de coupe rase, où on vient ouvrir un milieu qui était dans une dynamique forestière, peut énormément perturber le milieu, mais va permettre aussi de maintenir à l'échelle du massif un certain nombre de milieux ouverts, donc où la lande va pouvoir s'exprimer. Alors là, elle s'exprime de manière dégradée. On n'est pas sur des landes en bon état de conservation, mais ça peut servir quand même à certaines espèces, des espaces de chasse privilégiés, et ça va avoir en plus des effets de lisière avec des milieux forestiers un peu plus prégnants à proximité. Mais ce qui va inquiéter plus, c'est que certaines espèces ont des exigences écologiques très fortes, et donc le cycle sylvicole avec toutes les pratiques qui sont liées, on parle de labour, on parle de débroussaillement, voilà, on est sur des pratiques qui vont perturber les espèces et perturber aussi les milieux. Il manque peut-être dans le massif des Landes de Gascogne des milieux un peu mieux conservés pour que les espèces puissent se reproduire et avoir une dynamique de population qui soit satisfaisante, et qu'on soit pas en inquiétude sur certaines espèces qu'on peut avoir avec des déclins sur des espèces qui sont vraiment l'originalité du massif des Landes de Gascogne, puisqu'on ne les retrouve que chez nous. Quelles sont les mesures en place pour préserver la biodiversité ? On a différents outils qui nous permettent de préserver les milieux. C'est une de nos missions, c'est de préserver le patrimoine naturel de notre territoire, notamment le réseau Natura 2000 qui va préserver des habitats et des espèces d'intérêt communautaire au niveau européen. Donc ça concerne principalement les vallées de la Leyre. La Leyre, c'est ce fleuve qui vient se jeter dans le bassin d'Arcachon et qui est un peu la colonne vertébrale de notre territoire. Notre territoire s'étend sur le bassin versant de la Leyre, et aussi sur les lagunes des Landes de Gascogne, qui sont des milieux emblématiques qu'on retrouve que chez nous, qui se sont formés naturellement, qui sont donc des zones humides type un peu mare forestière, mais qui sont créées naturellement chez nous et qui ont un fonctionnement spécifique qui est très lié au rabattement de la nappe phréatique. Et les mesures qu'on peut avoir derrière, ça va être de l'accompagnement principalement des propriétaires, en leur proposant aussi des aides pour mettre en place certaines pratiques qui sont favorables à la biodiversité. Ça peut être des compensations aussi parfois environnementales sur des projets qui ont dégradé des milieux par ailleurs dans la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser tout projet qui aura un impact sur la biodiversité, sur l'environnement de manière générale. Là, on a des objectifs
objectifs de compensation sur ces projets, typiquement une autoroute, une LGV qui se crée. Et bien là, on a des milieux qui sont plutôt récepteurs, on va dire. On va amener des mesures pour favoriser l'accueil de certaines espèces qui étaient ciblées par les mesures de compensation. Il y a peu d'outils pour inciter encore plus les propriétaires, accompagner encore plus. Et c'est pour ça que le parc, dans le cadre d'un projet qu'on a avec la région suite aux incendies, on aimerait bien développer un peu ce mécanisme d'aide incitative à destination des propriétaires pour les accompagner et les inciter davantage à basculer dans cette transition écologique sur notre territoire. C'est vrai qu'avec Natura 2000, quand même, on a une bonne vigilance sur les milieux, des bords de l'air, des lagunes, où on a un accompagnement qui se fait. Et puis, on avait aussi une appréhension du public, que ce soit les forestiers, qui avaient des peurs qu'on ait encore plus de contraintes, qu'on leur impose des contraintes supplémentaires. Donc, on n'avait pas énormément de liens avec le monde forestier pour travailler sur ces pratiques favorables à la biodiversité. Alors que maintenant, on sent aussi que c'est un objectif qui est de plus en plus prégnant dans leur gestion et qui sont de plus en plus sensibles à ces questions environnementales. Donc, on est là pour les accompagner, que leur gestion puisse être favorable aussi à la biodiversité. On a des milieux un peu emblématiques, on a des forêts matures, on a des tourbières, on a des marécages. Sur ces milieux-là, on va avoir un accompagnement très fort. Sur le plateau, c'est vrai qu'historiquement, le parc n'avait pas un accompagnement spécifique, si ce n'est pour cultiver un peu l'aspect patrimonial de ce territoire, avec le lien avec l'histoire des Landes de Gascogne, avec aussi l'impact paysager que peut avoir ce territoire. C'est un attrait très fort pour les touristes. C'était pas forcément la question environnementale qui était abordée avec les forestiers, et là, ça l'est de plus en plus. Et on essaie de les accompagner, rien que sur les connaissances qu'on peut avoir sur la biodiversité de notre territoire, qu'eux aussi disposent de ces connaissances-là pour après pouvoir adapter leur gestion. Un travail partenarial avec les différents acteurs locaux, avec les structures étatiques, pour proposer des solutions, tester des choses, expérimenter, trouver les solutions de la gestion forestière durable de demain. Mais il y a besoin aussi de temps. La forêt, si on le dit souvent, c'est sur le temps long. Il faut laisser le temps faire pour voir les mutations dans ce territoire. Malheureusement aussi, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour accompagner les espèces quand on voit la rapidité à laquelle le climat évolue. Le lien qui est très important, et c'est l'emblème aussi du parc naturel régional des Landes de Gascogne, c'est le lien entre nature et homme. C'est représenté par un renard et une poule. Vous comprendrez pourquoi, mais c'est aussi la particularité de ce massif. Et quand on parle de la laire avant servait aussi pour évacuer le bois. On laissait les rondins dévaler le fleuve pour être récupérés sur le delta. Il y a un lien très fort du territoire avec les pratiques humaines, et ça se ressent aussi sur les milieux qu'on peut observer de nos jours. Une pinède, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire les stades quand les pins atteignent 10 à 20, 25 ans. C'est là où on va avoir une fermeture assez importante du milieu. C'est-à-dire qu'on bascule d'un milieu ouvert vers un milieu plutôt forestier. Et on est dans les premiers stades où les pins n'ont pas encore été forcément éclaircis. Donc on a une densité assez importante de tiges à l'hectare. Et la lumière qui a du mal à arriver au sol. Qui dit moins de lumière, dit changement de végétation aussi. Et c'est là où on va avoir un peu moins de biodiversité. Mais aussi parce que peut-être qu'on retrouve moins d'éléments favorables à la biodiversité que dans d'autres milieux. On va pas avoir autant d'endroits micro-habitats. Ce sont ces habitats liés à l'arbre que l'on retrouve de plus en plus selon la maturité de l'arbre. Un arbre qui est sénescent, donc qui arrive sur sa fin de vie, on va retrouver plus de micro-habitats, que ce soit des cavités faites par les pics, que ce soit des branches mortes liées à une tempête. Voilà, il y a une diversité de micro-habitats assez importante qui vont chacun avoir un rôle pour des différents types d'espèces. Et donc plus on a une diversité de micro-habitats de manière générale dans une parcelle, plus on va avoir de biodiversité. Et c'est pas l'objectif non plus économique que d'avoir des arbres avec des trous dedans. Donc ça peut se comprendre aussi qu'on retrouve un peu moins de biodiversité. Là où on retrouve le plus de biodiversité dans la pinède cultivée, pas dans les milieux annexes, ça va être plutôt les premiers stades de plantation, les stades après la coupe rase. On va un retour à la lande, avec soit la Moligny, la Fougères-Règle, là, il y a un peu moins de diversité que sur la Moligny, ou alors les landes sèches, à Calune, voilà. C'est comment on regarde aussi cette forêt qui va permettre de dire quelle est la biodiversité qu'on va avoir. Après, on reste quand même sur des milieux pauvres, donc on n'aura pas une expression florissante de la biodiversité, mais on peut faire mieux aussi. On peut faire mieux pour conserver déjà les éléments importants justement pour la biodiversité dans le massif, dans nos paysages. Donc une vigilance sur les milieux les plus sensibles, et après peut-être innover et tester de nouvelles pratiques. On a dit la biodiversité est plus liée aux milieux ouverts. Est-ce que pas maintenir des milieux ouverts sans trop les dégrader, ça pourrait être intéressant aussi pour la biodiversité. Suite aux incendies des années 40, voilà, il y a eu un souhait de diversification du massif des Landes de Gascogne. C'est-à-dire, voilà, c'est pour éviter qu'on ait sur 1 million d'hectares que du pin de partout.
il faut qu'on ait une rupture de la continuité de la végétation. Dire, voilà, s'il y a un incendie qui part, qu'on puisse au moins avoir des zones où ça ne brûle pas, pour qu'on puisse agir, qu'on puisse combattre le feu. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les grands champs agricoles qui sont créés dans les années 50, mais aussi tout le système de pistes forestières, des FCI, avec l'idée de pouvoir accéder rapidement au massif, et aussi la mise en place des pare-feux, qui malheureusement ça a dégradé dans le temps, où on a eu des plantations qui ont été faites sur ces pare-feux, mais aussi parce qu'il y avait la logique de compensation environnementale derrière, compensation aussi forestière, qui font qu'il n'y avait plus beaucoup de milieux qui étaient récepteurs pour boiser, pour compenser des projets d'urbanisation, des projets de panneaux photovoltaïques, et qu'on s'est porté sur les seuls espaces qui étaient encore un peu ouverts, c'était parfois les pare-feux. Mais ces pare-feux et ces bords de pistes aussi forestières sont des milieux qui sont ouverts de manière permanente, parce que l'objectif qui remplissent leur rôle de pare-feu, et que c'est très compliqué économiquement parlant de maintenir, on va dire, à sable nu ces pare-feux. Sur l'échelle du massif, 44 000 km de pistes, mettre à nu tous ces 44 000 km de pistes, c'est un coût, parce qu'il faut passer chaque année retourner. C'est fait sur les axes stratégiques, notamment pour accéder aux plages sur le littoral, mais au cœur du massif, il y a très peu d'endroits où on avait vraiment des pare-feux sans vocation derrière, soit pour de la production agricole, on en a, ou alors, mais on s'est rendu compte que ça servait de continuité écologique, c'était là où on retrouvait les plus belles landes en dehors des sites protégés, avec beaucoup de bruyères qui sont très fleuries, on va retrouver de l'ajonc aussi, et qui sont très favorables à la forêt de pitchou, aux papillons de jour. On va retrouver une biodiversité un peu plus importante peut-être que dans Pinède. C'est un peu le débat coupe rase, quel est l'intérêt de la coupe rase? Ça dépend de quoi on parle. C'est vrai que sur les landes de Gascogne, on aurait tendance à dire que ça a un effet plutôt positif sur les espèces landicoles. Mais c'est un effet négatif sur les espèces forestières. C'est aussi toujours logique de comment on regarde aussi ces milieux, comment on regarde la biodiversité. Et pour nous, il faut un peu de tout. Les forêts matures de pins maritimes ou de feuillus ont des rôles importants pour la préservation de certaines espèces. C'est des habitats optimums pour certaines espèces. Et il faut peut-être pouvoir aussi les conserver, ces milieux-là, si on veut permettre d'avoir des habitats au bon état de conservation pour les espèces. Selon toi, à quoi pourrait ressembler la forêt dans 30 ans? Eh ben, me plaît cette question. Parce que c'est justement sur quoi je travaille. Je pense qu'il y aura toujours le pin maritime. Alors, s'il n'y a plus le pin maritime, il faudra avoir peur. Qu'est-ce qui est pour remplacer le pin maritime pour ce territoire, pour la vocation économique? Soit c'est l'eucalyptus, c'est encore pire pour le risque incendie et pire pour la biodiversité. Soit on peut retrouver des étendues immenses de panneaux photovoltaïques, donc on aurait peut-être une désertification un petit peu de ce territoire, ou alors un peu plus de maïs, même si ça semble compliqué, mais un peu plus de culture agricole. Ça, c'est les tendances qu'on n'aimerait pas voir, on va dire. Par contre, avoir une forêt qui arrive à concilier préservation de la biodiversité, donc qui va avoir moins une emprise mécanique dessus. J'aimerais bien qu'on retourne sur quelque chose qui soit un peu plus doux sur cette culture-là, qui continue son rôle de production de bois, qui rende service aussi pour stocker le carbone, mais peut-être que derrière, on ait une vigilance accrue sur les milieux, donc on ait une conservation accrue sur les milieux humides, peut-être qu'on va recréer des mares forestières, qu'on ait des milieux ouverts de manière un peu plus représentée, on va dire, de manière permanente sur le territoire. Ce qui est beaucoup développé en ce moment dans la sylviculture pour adapter vis-à-vis du changement climatique, cette notion de forêt mosaïque. Elle était déjà présente, la forêt, on va dire, mosaïque, à l'échelle du massif, mais peut-être qu'à l'échelle de parcellaire, maintenant aussi, ça serait intéressant qu'il y ait un travail là-dessus. On va devoir vivre aussi avec les effets du changement climatique et les incendies. Le risque sera de plus en plus prégnant sur notre territoire. 90 à 94% des feux sont d'origine humaine. Donc déjà, si les gens évitaient de démarrer des feux, ça serait bien. Malheureusement, on serait jamais à l'abri d'un accident, d'un orage, de la foudre qui déclenche un incendie. Et la foudre, c'est facile à identifier et les pompiers peuvent facilement aller agir sur le terrain. Mais derrière aussi, est-ce que c'est une forêt qui sera fermée? C'est des tendances qui arrivent aussi. C'est une forêt, voilà, on n'a plus accès à cette forêt en période à risque, sauf que les périodes à risque par chez nous, ça peut aller de mars à novembre. Ça va être compliqué de vivre dans ce territoire si on peut pas aller en forêt quand on aura les grosses canicules. Où est-ce qu'on va? On reste dans la maison sagement en regardant la télé. Je pense que les gens ont besoin et de toute façon ils viennent chercher cette ambiance un peu plus fraîche, un peu plus humide que pour voir les forêts. Donc moi je pense que la forêt, dans 30 ans, on aura un peu plus de diversité de milieux. Parce qu'on est obligé d'aller vers ça, et puis les gens aussi sont très favorables à cela. Les propriétaires qui eux-mêmes peuvent vouloir, même nous, le parc naturel régional des Landes de Gascogne, on a des vues aussi sur la conservation des milieux, et donc forcément conserver des landes ouvertes. Si en plus on peut concilier ça avec le risque incendie, que ce soit des zones d'appui pour les pompiers, tant mieux. Qu'on ait une vigilance peut-être accrue sur la biodiversité du territoire, qui est un réel atout, et qui en plus est une des seules armes qu'on peut avoir pour lutter contre certains effets du changement climatique que sont les attaques de ravageurs. Il y a des problématiques sur la culture du pin maritime, forcément c'est
une monoculture, et si on a un ravageur type nématode du pin qui vient et qui peut facilement se propager sur ce massif, faut avoir des armes, et les armes, heureusement en forêt on n'utilise pas de produits phytosanitaires, donc si on arrive avec un constat de ne pas plus planter de pin parce qu'il y a un ravageur qui vient tout détruire nos cultures, est-ce qu'on peut pas déjà prévoir à l'avance des éléments paysagers qui permettent de faire tampon, faire barrière physique, chimique, propagation de ces ravageurs? Voilà, c'est les œuvres de la recherche qui ont permis d'identifier le rôle des feuillus, et c'est déjà le cas, on observe déjà, les feuillus sont mieux conservés dans les parcelles de pin maritime. Mais l'idée est d'avoir des lisières feuillues, avoir des îlots feuillus un peu plus prégnants dans le territoire pour avoir un écosystème qui soit peut-être plus stable, qui ait plus d'interactions entre les espèces, qui soit plus résistant aux perturbations, qui soit climatique ou d'ordre sanitaire. Certainement qu'il y aura un peu plus de panneaux photovoltaïques parce que même les propriétaires ils disent voilà, le rendement pour simplement louer ma parcelle à un tel entrepreneur qui veut mettre des panneaux photovoltaïques, ça en rapporte 10 fois plus que si je faisais du pin maritime. Évidemment, il y a les questions économiques. On est tous dans la même situation. Il faut payer les études des enfants, il faut pouvoir payer la maison de retraite de papy et mamie. Donc quand on a une rentrée d'argent comme ça qui arrive, c'est compliqué de pouvoir lutter. On a eu des cas où un petit propriétaire qui a simplement une petite parcelle de 5 hectares. D'habitude, il récolte du bois pour se chauffer de manière occasionnelle. Et là, il a eu l'occasion de pouvoir vendre ses pins qui étaient en bord de parcelle. Ça représente une somme non négligeable et il en a besoin. On a besoin de 10 000 euros pour quelque chose, on est content de pouvoir être dans une forêt. J'espère qu'on ira vers aussi des itinéraires sylvicoles qui permettent mieux cet objectif-là, et puis qu'on puisse mieux valoriser la production, donc le bois, pour aller sur du bois d'œuvre, pour les constructions, donc on a une transition aussi sur ça, qu'on arrive mieux à stocker le carbone, tout en préservant aussi la biodiversité. Donc c'est l'objectif vers lequel on essaye de convaincre l'ensemble des acteurs, nos élus sont attachés à cette thématique-là, d'accompagner le développement économique de la filière, de s'assurer qu'elle remplisse bien son rôle de réservoir de biodiversité. C'est un peu la notion de bien commun qui est difficile à passer puisqu'on est sur un massif qui est à 95% privé. Il y avait une étude de l'INRAE qui a été faite qui était intéressante déjà sur les prospectives vis-à-vis du massif, à quoi ça va ressembler, est-ce qu'on va être sur une intensification des pratiques, parce que c'est vrai qu'à suite aux tempêtes de 99 et 2009, on a une tendance à la réduction de la rotation des cycles sylvicoles, c'est-à-dire que plutôt que de couper un pin à 40, 50 ans, on avait plutôt tendance maintenant à le couper à 30, 35 ans. Réflexion logique, c'est-à-dire voilà, les pins matures ils sont beaucoup plus sensibles aux tempêtes. On a eu 2 tempêtes en 10 ans, c'est extrêmement rare. Ils avaient peur que ce soit en lien avec le changement climatique et donc que ça soit répété. Quand il y a une grosse tempête qui vient coucher 200 000 hectares, là le prix du bois aussi diminue, les tendances de marché sont assez fortes. Là actuellement on a plutôt le prix du bois qui a augmenté, on a une pression même trop forte sur les milieux naturels, on va avoir des prélèvements de bois pour le bois énergie qui pose question. Donc là pour nous la forêt ça reste un atout majeur pour notre territoire, mais qu'il faut aussi pouvoir accompagner et reconnaître ses faiblesses et ses atouts pour combler ses faiblesses et s'assurer qu'elles contribuent à un effort commun que l'on a de préserver la biodiversité et préserver le patrimoine naturel du territoire. Bien, merci beaucoup. Nous avons terminé.